Bienvenue dans le débat sur France 24. Les marchés rebondissent, mais l'effet du coronavirus sur l'économie mondiale se propage. Il y aura un avant et un après coronavirus, a affirmé le ministre français de l'économie Bruno Le Maire. Alors, quels sont les risques d'une récession en Europe? Faut-il revoir le modèle économique? L'interdépendance entre les pays est-elle allée trop loin? Faut-il finalement aujourd'hui relocaliser? On en débat tout de suite avec mes invités. Jean-Marc Daniel, économiste, professeur à l'ESCP Europe. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Éric Heyer également est avec nous, économiste et directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Bonsoir Éric, merci à tous les deux d'être là. Faut-il craindre d'abord une récession en Europe? Éric Heyer. Oui, non, il faut la craindre. C'est-à-dire qu'effectivement, il est fort probable. Alors déjà, il faut rappeler qu'avant cet épisode de Covid, on était sur un ralentissement économique et que la trajectoire européenne était aux alentours de 1%. Donc vous voyez qu'1%, on n'était bien entendu pas en récession, mais il y avait quand même des petits signaux. Un ralentissement. Un ralentissement, mais dans certains pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, on flirtait vraiment avec la récession. Et la France avait connu un quatrième trimestre négatif. Donc, vous voyez, ce n'était pas non plus une croissance qui était extraordinaire. Donc, si vous ajoutez à cela un phénomène d'abord qui part de Chine, qui arrête tout de même pendant un certain nombre de semaines le commerce, et que maintenant l'épidémie arrive en Europe avec un grand pays comme l'Italie qui s'arrête pendant aussi quelques semaines, il est évident qu'en Italie, il y a la récession qui est annoncée. Il est fort probable qu'en France, on prenne des décisions aussi de confinement et donc on va être très proche de la récession. Donc, encore une fois, il faut être prudent, il faut être modeste. On ne sait pas jusqu'où ira l'épidémie. Mais on va se rapprocher d'un chiffre qui sera proche de zéro et donc potentiellement proche du négatif. Jean-Marc Daniel, quels sont les canaux de transmission? C'est un choc d'offres, un choc de demande, pour expliquer simplement ce qui se passe? Je crois qu'il y a trois éléments qui jouent. Le premier élément, et ça, il faut insister là-dessus, c'est que, encore une fois, l'économie était dans une phase de son cycle qui était de très fort ralentissement. Et donc, le premier élément, c'est quand même de faire la distinction entre ce qui est véritablement issu du coronavirus et ce qui était de toute façon dans la dynamique endogène de l'économie. Le deuxième élément, c'est effectivement que vous avez à la fois une partie de l'appareil productif qui s'est arrêté, mais avec des c'est-à-dire tout secteur confondu, l'automobile, le textile, avec des secteurs qui peuvent pas. Alors il y a des secteurs qui peuvent continuer à fonctionner face à un ralentissement de la demande avec des stocks, mais vous avez des secteurs, l'hôtellerie, on stocke pas des nuits d'hôtel, le conseil, on stocke pas des heures de conseil. Donc, vous avez quand même une activité économique de plus en plus tertiaire, donc dans lesquelles tout choc, quel qu'il soit, qu'il soit endogène ou exogène, ne pourra pas être résorbé par des stocks. Et donc, vous avez une amplification immédiate de ce genre de phénomène. Et puis, vous avez le troisième élément, qui est le fait que les économistes, normalement, disent qu'il faut faire la différence entre le risque et l'incertitude. Autant le risque, on est capable normalement de répondre, de gérer. Une entreprise, elle a des fonds propres pour amortir les chocs. Et on est dans une phase d'incertitude, double incertitude. C'est-à-dire incertitude sur la réalité de l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire, on a annoncé une maladie qui allait se répandre. Et puis là, on a le président chinois qui est à Wuhan et qui dit, écoutez, c'est fini. Donc, si effectivement c'est fini, on peut considérer que d'ici 2-3 mois, l'événement sera un peu derrière nous. Et puis, vous avez une incertitude qui va obliger un certain nombre de gens à se dire, j'attends de voir. C'est-à-dire, si c'est... Et donc, empire plutôt. Empire, et donc, vous avez un attentisme, notamment sur la partie investissement, qui freine immédiatement la croissance économique. Éric Heyer, et la bonne nouvelle, donc, vous venez de le dire, Xi Jinping est allé à Wuhan. Il dit donc que l'épidémie régresse véritablement en Chine, qu'il y aurait même une sorte de redémarrage de la production chinoise. Mais cette production, elle pourra avoir reculé pour la première fois depuis la mort de Mao. Le plus, enfin, elle n'a jamais reculé autant que depuis la mort de Mao. Est-ce que la Chine pourra en sortir plus forte ? Plus forte. Il va falloir savoir, globalement, comment elle va s'en sortir déjà à court terme. C'est-à-dire que quand vous mettez à l'arrêt un certain nombre d'usines, le temps que ça se remette en marche, c'est pas encore complètement remis en marche. Certes, la consommation d'électricité a augmenté, donc on dit ça y est, c'est reparti, mais apparemment, ça tourne un peu à vide. Donc, il va falloir regarder ça de près. Il va falloir aussi savoir quelles ont été les réponses de politique économique. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait zéro pendant un certain nombre de temps, normalement, elle n'est pas loin de la faillite. Donc, est-ce qu'il va y avoir l'État derrière pour leur permettre de repartir? Ça, c'est les questions. Alors, on n'est pas aussi clair en Chine, en tout cas aussi précis que l'on peut l'être, mais on peut aujourd'hui sortir de la Chine et se dire, maintenant, le cas chinois, à la limite, peu importe, maintenant, c'est chez nous, cette épidémie. Donc, les questions que vous nous posez sur la Chine, il faut maintenant se les poser pour l'Europe. Est-ce que si on confine, admettons, l'Italie, comment l'Italie se relève de ça et est-ce qu'elle peut être plus forte demain?
pour répondre un peu quand même à votre question, c'est qu'effectivement, on pense tous à est-ce qu'il va falloir relocaliser. Là aussi, comme le ralentissement, il y avait déjà des phénomènes de plus ou moins relocalisation d'un certain nombre de moyens de production. On s'était bien rendu compte qu'il fallait être plus proche du consommateur et que les coûts en Chine commençaient à augmenter. Les salaires ont augmenté beaucoup plus rapidement. Et pourtant, la dépendance reste extrême. C'est ça, finalement, qui a montré un petit peu ce virus. Jean-Marc Daniel, cette dépendance à l'égard de la Chine et à l'égard de l'Asie, d'après ce que j'ai lu, même dans la santé publique. C'est-à-dire que 80% des principes actifs des médicaments sont fabriqués en Asie. C'est vrai qu'on peut s'interroger tout de même. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Non, je ne pense pas. Il faut voir qu'il là aussi, il y a 3 éléments qui jouent. Le premier élément, c'est qu'on avait déjà annoncé un ralentissement de l'activité chinoise. Vous prenez le rapport du FMI d'août dernier sur la Chine, à l'article 4, il annonçait une croissance qui serait aux alentours de 5% et un déficit extérieur de la Chine. C'est-à-dire la Chine est devenue un importateur net et contrairement à ce qu'on peut penser, ça cessait d'être à l'atelier du monde avec une montée en puissance d'ateliers rivaux. C'est-à-dire que la Chine est dans le reste de l'Asie. Dans le reste de l'Asie, oui. Le Vietnam, l'Inde, qui sont en train de monter en puissance. Le deuxième élément, c'est qu'on s'était beaucoup inquiété aussi au moment, souvenez-vous, de l'affaire de Fukushima, quand on avait dit que le raz-de-marée qui avait effectivement provoqué l'événement assez dramatique sur le plan nucléaire au Japon avait paralysé pendant quelques mois l'économie japonaise. Et on avait dit on va plus pouvoir faire de iPhone et tout ça. Assez rapidement, en fait, la chaîne de production avait trouvé des moyens de réagir à ça et de Et pourquoi est-ce que finalement, pour fabriquer un iPhone, il faut par exemple 10 pays différents? C'est vrai que ça paraît tout de même un peu absurde. Oui, et alors c'est la troisième remarque que je ferais, c'est que c'est très très vieux. Il y a un exemple qui est célèbre, qui est le crayon de Milton Friedman. Un jour, dans un débat où on lui disait, vous savez, la mondialisation, c'est artificiel et tout ça, il dit, vous prenez un objet aussi simple qu'un crayon à papier. Il brandissait un crayon à papier, on est dans les années 60, et il dit, regardez, dans ce crayon à papier, le bois vient du Canada, le graphite mais vient du coup, quand ça se grippe dans un pays, Jean-Marc Daniel, quand ça se grippe dans un pays, eh bien, il n'y a plus de production de ce fameux crayon. Oui, est-ce que c'est pas le problème? Oui, assez vite, le système finit par réagir et par trouver, encore une fois, des concurrents qui émergent. Et je pense que là, maintenant, ce qui est important dans ce qui se passe, c'est que le déclin chinois est amorcé. Et pour la Chine, est-ce que cet événement ne sera pas un peu ce qu'a été Tchernobyl pour l'Union soviétique? Une remise en cause d'une forme de gouvernance qui peut aboutir à des réformes en profondeur dans l'économie du pays. Éric Heyer, justement, sur cette problématique de la mondialisation, est-ce qu'on est allé trop loin ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Marc Daniel qui finalement dit tout ça c'est flexible, au final on trouve toujours un autre concurrent, ça fonctionne? Mais c'est la division internationale du travail. On a voulu essayer de consommer avec des prix le plus faible possible. Et donc, du coup, si vous voulez avoir les prix les plus faibles possibles, il va falloir à un moment se spécialiser. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, globalement, on est allé chercher les coûts les plus faibles et on le produit un peu partout parce qu'on se spécialise dans des domaines un peu différents. Ça favorise le consommateur, parce que les prix sont plus faibles. Donc ça favorise une certaine forme de croissance économique, mais avec des effets qui sont pervers. Il y a les effets liés au réchauffement climatique. Il y a des effets aussi, quand ça se grippe quelque part, ça se voit un peu plus. Effet de contagion. Et dès qu'il y a même un volcan islandais, je ne dirai pas son nom parce que j'en suis incapable, vous voyez, c'est pourtant l'Islande n'est pas la plateforme, mais ça grippe un peu le système. Donc ça veut dire qu'effectivement, soit on arrive à passer, parce que c'est pas si grave que ça finalement, normalement, on pourrait vivre avec des stocks, etc. Mais puisque, par ailleurs, avec cette mondialisation, on est allé vers le zéro stock, et de plus en plus vers le zéro stock, là, il peut y avoir des petits accidents, et ça fait partie de ces accidents. C'est ce qui se passe aujourd'hui tout de même. Oui, est-ce qu'on n'est pas dans les limites de ce système? C'est dans les limites. Oui, c'est dans les limites, mais peut-être que j'aimerais quand même rebondir. On ne peut pas non plus dire que c'est le déclin de la Chine, parce qu'encore une fois, faire 5 ou 6% avec un PIB qui grimpe énormément, c'est normal qu'il y ait un ralentissement quelque part économique. C'est normal que la montée en puissance d'une classe moyenne consomme et que du coup, le solde extérieur devient relativement équilibré. C'est même plutôt sain que globalement, ils aient une balance courante équilibrée. Et donc plutôt, moi je pensais que j'aurais dit l'inverse de Jean-Marc. Là, je pense qu'ils ne sont pas dans le déclin, mais ils sont dans une transformation qui est un peu plus vers un modèle de pays développé. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire plus autonome aussi, la Chine? Oui, moins besoin des autres? C'est-à-dire que la Chine va effectivement modifier son modèle de développement. Elle avait un modèle de développement quasi exclusivement orienté vers le marché américain. C'est-à-dire non seulement l'exportation, mais qui plus est, le marché américain. On a vu d'ailleurs que les négociations avec les États-Unis ont entraîné, ont eu un impact sur la croissance chinoise. Absolument. Avec le problème que ça représentait pour les Chinois d'être dépendants du marché américain et pour les Américains d'être dépendants de ce fournisseur, comme il l'avait été à une certaine époque du Japon
ou de l'Allemagne. Et donc, d'où à nouveau ma question, pardon, mais est-ce qu'il ne faudrait pas repenser justement un peu les relations économiques entre les différents pays? Est-ce qu'effectivement, par exemple, tout ce qui est pharmacologie, est-ce qu'on ne pourrait pas le produire en France ou en Europe? C'est-à-dire rapprocher, parce que ça peut être aussi un élément de santé publique, de se dire effectivement que les principes actifs soient fabriqués en Asie. Enfin, ça paraît un tout petit peu absurde aujourd'hui. Non, je ne pense pas, parce qu'encore une fois, le grand danger, indépendamment des événements qui sont des événements exceptionnels, parce que... oui, mais qui sont peut-être moins exceptionnels qu'on le croit aujourd'hui, d'après ce qu'on me dit, des virus, il y en aura d'autres. Oui, mais le virus, si on avait eu nos usines en France, il aurait pu être en France, et on aurait pu, s'il avait été dans la vallée de la Loire, on aurait pu être obligé de confiner la vallée de la Loire et de dire on ne peut plus se fournir parce que la vallée de la Loire est isolée. Donc, c'est un événement qui effectivement est totalement imprévisible. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas tout construire sur des événements très peu probables. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand on arrive dans une situation de monopole, à ce moment-là, on doit se poser la question de savoir comment faire en sorte de briser ce monopole. Or, rarement sur des produits à l'heure actuelle, on a des monopoles. On le voit à l'heure actuelle sur les protestations qu'il y a eu sur d'autres sujets, comme par exemple l'acier. On a dit, voilà, on est totalement dépendant de l'acier. Il faut... La Chine, c'est 60% de la production mondiale, mais il y a encore 40% de l'acier. On l'a vu au moment où il y a eu les débats sur Alstom, Siemens, il faut faire des champions nationaux pour éviter d'être entre les mains. Donc, les partisans de la démondialisation, par exemple, pour vous, ils n'ont pas voix au chapitre. Enfin, je pense qu'ils en voient au chapitre, mais je pense qu'ils se trompent à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique. La démondialisation n'est pas à l'ordre du jour. Alors, elle n'est pas à l'ordre du jour, c'est plutôt la régionalisation. On en reparle avec ce virus. Mais je pense que, et là je serais d'accord avec Jean-Marc, enfin, il faut penser les chaînes de production différemment d'une certaine époque, mais ce n'est pas ce virus-là qui doit nous faire prendre conscience de cela, parce qu'effectivement, si le virus est en Italie, vous voyez que du coup, le problème aurait été le même. Si on relocalise tout en Italie, on serait complètement bloqué. Donc aujourd'hui, c'est bien un virus qui est une pandémie, qui n'est pas qu'une épidémie. Et donc, mais qu'on se pose la question de la mondialisation sous des formes plutôt de problèmes environnementaux, ça c'est plutôt une meilleure, à mon avis, façon d'approcher ce débat-là, et que l'on se dise, il va falloir que effectivement il y ait des chaînes de production un peu moins éclatées dans le monde et que l'on relocalise dans des régions, mais pas, et qu'il y ait de la concurrence entre différentes régions. Ça c'est plutôt ça serait une bonne façon de voir la nouvelle mondialisation. Alors l'autre chose qui revient avec ce virus, c'est la coopération. C'est vrai qu'on en entendait beaucoup moins parler entre Donald Trump, les Chinois. Enfin, on sentait qu'il y avait une sorte plutôt de repli. Aujourd'hui, on parle de coopération parce que le virus, bien sûr, est mondial. Est-ce que, comme le dit Bruno Le Maire, il faut par exemple un plan de relance européen aujourd'hui ? Ce qui me frappe dans cette affaire, c'est qu'il y a une sorte de réponse à tous les problèmes qui est on va faire de la relance. Et donc, ça fait des années et des années qu'on accumule de la dette publique, qu'on fait du quantitative easing. Voilà, elle va augmenter, s'ils en font. Oui, et sans autre résultat que, effectivement, de continuer à avoir une croissance qui est une croissance extrêmement lente. En fait, dans ce qui se passe, il y a un événement que les gens ne mesurent pas, qui est un événement qui va plutôt être favorable à la croissance économique, mais qui va poser à moyen terme un problème, c'est la baisse du prix du pétrole. C'est-à-dire que dans les facteurs qui vont soutenir l'activité économique, c'est qu'on assiste de nouveau à un contre-choc pétrolier. Et dans les pays européens, il est double le contre-choc pétrolier. C'est-à-dire le prix du pétrole baisse en dollars et l'euro est en train de s'apprécier assez nettement par rapport au dollar. Donc ça sera favorable aux Européens ? Alors ça, c'est favorable aux Européens. Les contre-chocs pétroliers ont toujours été favorables. Mais on en revient quand même à cette problématique. Est-ce qu'on a intérêt, sur le plan climatique, à avoir un prix du pétrole très faible ? Et donc, plutôt qu'un plan de relance, je pense quand même que les gouvernements, par-delà l'urgence, devraient commencer à réfléchir au coup d'après, c'est-à-dire à une refonte des fiscalités dans un sens qui soit un sens qui réponde mieux aux problèmes réels de l'économie que nous vivons. Et au problème du climat également. Et en particulier au problème du climat. Enfin, là, j'ai le mot de la fin, Eric. Non, mais globalement, c'est une crise sanitaire. Il pourrait y avoir potentiellement tout de même beaucoup de morts. Et donc, il est normal qu'on prenne des décisions qui nuisent à l'économie, mais qui profitent tout de même à limiter ce choc sur la mortalité. Donc le plan de relance, vous pensez que c'est bien. Donc, il y aura un coût économique. Ce coût économique, soit on le fait supporter par les entreprises, parce qu'on dit, voilà, c'est comme ça. Et là, cette crise conjoncturelle va devenir structurelle. Et donc, c'est là où les États doivent intervenir. Et c'est le rôle de la politique budgétaire d'essayer d'aplatir les creux conjoncturels, même si ça fait du déficit, mais ça va permettre de faire un rebond plus tard qui le compensera. Merci beaucoup, Éric Heyer. Merci, Jean-Marc Daniel. Merci à vous deux de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.